Ok, donc revenons à nos histoires, on va tout réactiver. Et si je reviens maintenant dans ma vue solide, eh bien je vois, ou même ici dans ma vue filaire, donc je revois tous les éléments qui sont là. Bon bien c'est aussi, encore une fois, comme j'ai activé le booléen, eh bien effectivement il agit. Maintenant si je désactive le booléen, voilà, donc je revois mon objet, il n'a pas disparu, il n'a pas été détruit, il est juste caché par l'opération booléenne. Ok, donc là maintenant on est prêt avec le numéro 0, il est vraiment prêt euh, à être animé par la suite. La seule chose c'est que pour le moment ce sont tous des éléments séparés et il faudrait pouvoir les emmener en une fois si on doit les déplacer, si on veut peut-être les parenter, ici il y aura un socket pour la lampe, enfin bref, si on veut pouvoir les replacer correctement, etc., c'est toujours intéressant d'avoir un contrôleur général pour emmener le tout. Donc je vais créer un empty et ce empty je vais l'appeler control number 0 avec des underscores et pas des plus. C'est une histoire de clavier ça. Donc control number 0, voilà, que je vais mettre aussi dans ma collection. Et je vais rendre tous ces éléments enfants de ce contrôleur là. Donc pour ça, je vais sélectionner, oui, avant de rendre peut-être ça enfant, ce masque, je vais en avoir besoin pour les autres numéros, parce qu'on va aussi l'utiliser pour masquer les autres numéros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le dupliquer. Donc je le sélectionne et majuscule D, clic pour valider. Et celui-là, je vais le remettre dans ma scène globale. Voilà, donc ce sera le masque. Et après, on renommera ça en fonction de ce qu'on doit renommer. On dupliquera ça et voilà. Et celui-là, d'ailleurs, je vais ne pas le... Comment dire je vais décocher la curve qui était en train de le manipuler. Et donc, parce que on utilisera les autres courbes qu'on aura créées pour la chose. Donc, je disais, je vais placer tous ces éléments dans mon contrôleur. Donc, je sélectionne avec le contrôle enfoncé, je sélectionne les 4 éléments qui vont être dans le contrôleur. Puis, avec le majuscule enfoncé, toujours ici dans mon outliner, je vais sélectionner un élément de ma sélection ici et je vais le glisser sur l'icône du control number 0 et automatiquement ils vont être parentés. Donc ça c'est une façon, enfin la façon que j'aime bien en général de travailler, c'est de le faire par l'outliner ici, de prendre les éléments et de les parenter de cette manière-là. Une autre manière de faire serait de les sélectionner tous et en dernier lieu de sélectionner le contrôleur number 0. Donc si je prends, et après de faire un parentage via un CTRL P. Donc je vais prendre un autre exemple, comme ça vous allez voir tout de suite ce que je veux dire par là. Donc j'ai un cube, voilà, et je vais ajouter un autre empty, voilà, que je vais mettre là. Alors l'idée c'est que ce cube doit être enfant de ce empty, ok. Donc là on est dans un exemple, après je déliterai tout ça. Si je sélectionne le cube, puis que je sélectionne le empty, qu'est-ce que je vois? Je vois que le liseré qui est autour du cube, c'est un orange foncé et la sélection de mon empty, c'est de l'orange clair. Donc ça veut dire que celui qui est actif dans les deux, dans la sélection, c'est le empty, parce qu'il est en orange clair. Et le fait d'être actif, c'est très important parce que quand je vais appeler la fonction ici de parentage CTRL P, c'est une histoire de qui va être l'enfant, qui va être le parent. L'objet qui a été le premier sélectionné va être l'enfant de celui qui a été sélectionné en deuxième lieu. Et donc ici, je vais avoir la même chose que ce que j'ai fait là-bas. Mais au lieu de faire le parentage avec en glissant une icône sur l'autre, et bien ici j'ai sélectionné les objets et j'ai appelé la fonction parentage CTRL P et j'ai choisi objet. À mon sens, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Moi, je préfère le faire
l'outliner, mais voilà, il y a d'autres façons de faire. Bien, donc, je vais cacher aussi ça pour le moment. Donc l'idée, c'est que là, j'ai fait le numéro 0. Mon numéro 0, il est prêt. Eh ben, il faut que je fasse tous les autres numéros. Et donc c'est génial puisque vous n'allez pas devoir faire tous ces numéros, tous ces chiffres. Je les fais pour vous, vous n'avez qu'à récupérer et on va voir comment on peut aller rechercher des éléments dans, dans un fichier Blender. C'est pas vraiment qu'une scène, parce que dans un fichier Blender, on peut avoir plusieurs scènes. On peut avoir plein de choses dans ce fichier Blender. C'est comme une sorte de valise dans laquelle il y a plein de choses qui sont rangées. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Donc quand je vais dans File et que je fais Append, donc pas un import, un append, parce que je vais aller chercher dans une autre scène Blender. On verra ça aussi quand on va aller chercher un matériau dans un truc qu'on aura récupéré, vous verrez ça plus tard. C'est un petit teaser pour ce qui va arriver. Donc append, et je vais directement aller dans la scène. Donc là j'y suis déjà, parce que j'ai déjà essayé de faire ça 2-3 fois. Et donc nous avons la scène Number. C'est celle-là qui va nous intéresser. On fait un append et on est dans la structure de projet de Number. Et notamment, on a les collections. Et dans les collections, ce qui va nous intéresser, c'est la collection Number. En fait, la collection Number emporte tous les autres qui sont là. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette collection. Ce qu'on peut faire, en fait, elle va se dédoubler, ça fait rien. On supprimera celle-là et on renommera. Parce que forcément, elle va reprendre aussi la 0. Parce que dans cette scène, il y a aussi la 0. Donc, je vais prendre la collection Number et hop, et on voit, effectivement, elle s'est appelée Number 001. Parce que ici, elle a déjà tout ce qu'il faut. Donc, je vais faire un delete hiérarchie. Donc je clique droit sur ma version première, Number, dans laquelle j'avais déjà mis, enfin j'avais un petit peu arrangé ma scène. Donc je vais déliter cette hiérarchie. Et ici maintenant j'ai cette collection Number dans laquelle j'ai 0, etc. Et jusque... Et alors ici je peux renommer puisque je n'ai plus d'autres 0. Voilà, et ceci on peut renommer aussi Number, voilà. Alors vous verrez que j'ai tous les éléments qui sont là, comme il se doit. Et ce qu'on peut faire, peut-être dans un premier temps, c'est commencer à masquer les différents éléments dont on ne va pas vraiment avoir besoin tout de suite. Donc on va cacher les curves et les géos. Voilà, et on va garder juste le filament, comme ça on aura un peu une idée de où se situent nos différents éléments. Donc la curve, on cache le masque, etc. Et donc voilà, donc j'ai caché tous les éléments, donc chaque fois la curve, le masque et le géo. Et donc on se retrouve avec tous les filaments un sur l'autre et ils ont tous leur contrôleur, enfin tout est bien organisé, c'est parfait. Et donc on va pouvoir avancer un petit peu et ici par exemple nous attaquer au socket. Nous allons créer le socket. Alors pour ce socket, je vais directement ajouter un cylindre. Alors ce cylindre, par défaut, je vois ici des paramètres. Attention que cette fenêtre de paramètres, elle va rester tant que je n'ai pas fait de manipulation dans ma vue 3D. Si je déplace ce cylindre, cette fenêtre disparaît et je n'ai plus accès à son historique de création en quelque sorte. Donc ça c'est un petit défaut, si on veut, dans Blender, on n'a pas accès à la création des primitives. Enfin, il y a un add-on qui permet de remplacer ça, donc c'est un plugin qu'on doit activer. Mais par défaut, ça n'est pas ce n'est pas dans le logiciel et donc on doit faire un peu avec, on s'y habitue à la fin. Mais voilà, ça manque. Donc 32 c'est très bien, on n'a pas besoin d'autres et le reste on va modifier au fur et à mesure de la création de notre socket. Donc laissons ça comme ça. Je vais juste le déplacer et hop, automatiquement ma fenêtre va changer. Ça va devenir une fenêtre de déplacement, donc ça ne m'est plus vraiment utile pour le moment. Dans ma vue de face 1 sur le clavier numérique, je vais me placer pour être pas trop loin, pas trop près, parce que je vais avoir ici une espèce de petit support qui va soutenir ces filaments. Et on va commencer à modéliser. Alors quand on modélise un objet, alors en général on cherche des références sur internet, etc. Bon ici, voilà, on va faire suivant mon imagination, mais on travaille en général en partant du
on va dire, de la forme la plus grossière et en l'affinant progressivement. C'est la meilleure façon de travailler. Donc, on va aller dans ce sens-là. Donc, premièrement, je vais rentrer en mode sous-objet, en mode face, et je vais déjà remettre la face un peu plus haut ici. Alors, je reviens dans ma vue front. Voilà, je sais déjà que je vais faire un extrude, et je vais aller rechercher le sol. Et donc l'idée ici, c'est que j'ai une sorte de coupole, hein, donc coupelle même, qui va être un peu plus large que le cylindre principal du socket. Donc pour ça, je suis en mode face, je maintiens le Alt enfoncé et je clique sur un des edges qui sépare deux faces. Ça va me sélectionner toutes les faces et je vais faire un extrude, encore une fois, mais je sors directement de l'extrude, je clique droit et je vais changer la taille de mes faces extrudées. Donc je fais un S, alors majuscule Z. Pourquoi majuscule Z? Parce que comme ça je ne fais pas de modification sur l'axe Z. Parce que j'ai fait majuscule Z, j'enlève l'axe Z de mon équation ici, et donc je peux faire un agrandissement sans faire un agrandissement en hauteur, puisque l'axe Z n'est pas pris en compte. Et donc voilà, grosso modo, encore une fois, l'idée c'est d'essayer de trouver la forme globale. Ici au-dessus, ce qu'on va faire, c'est rajouter une division. Donc CTRL R, ça crée un loop cut. Hein, on a déjà vu ça avec quand on a fait le masque, quand on a construit le masque. Donc voilà. Et une fois que j'ai cliqué une première fois, il me crée le loop cut. Et après, je peux bouger la souris et cliquer une deuxième fois quand je suis certain que c'est là que je veux qu'il soit posé. Donc je vais le poser ici. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est aller rechercher la face qui est là, la descendre légèrement, changer sa taille et faire un extrude. Et cette fois-ci, je monte directement. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que je pourrais... ouais, on va garder ça comme ça pour le moment. Alors, ici, en dessous, je vais sélectionner la ligne de Edge et je vais la descendre. Alors, je vais aussi jouer sur la taille pour l'élargir, pour créer une sorte de... ouais, voilà, hein, on se comprend. Je vais faire un bord ici sur ma coupelle, donc je reviens en mode face. Je sélectionne les faces avec le Alt enfoncé, donc je clique sur un des edges. Encore une fois, je fais un extrude, clic droit, S, majuscule Z, et je fais un petit extrude comme ça, voilà. Ici, je vais rajouter une division, CTRL R, clic et clic, deux fois clic, et je peux le descendre, et comme ça, je vais en fait... donc là, avec le Alt, je vais créer un petit peu cette espèce de creux. Alors ici, ça m'arrangerait bien que ce soit un peu droit parce que je vais mettre des espèces d'ergots qui serviraient à tenir le socket pendant qu'on visse l'ampoule. Donc, CTRL R, je vais remettre une division ici à peu près. Et je vais redresser. Alors, je peux me mettre dans la vue face pour voir si, voilà, je suis relativement droit. Et donc, c'est sur base de ça que je vais faire mes ergots. Donc, grosso modo, j'ai plus ou moins la forme. Ici, j'ai une division, c'est bien. Et je n'ai pas besoin de toutes ces faces ici en dessous parce qu'elles seront sur le sol. On ne les verra pas. Et ce qu'on ne voit pas, on n'a pas besoin de le garder. Donc je delete ces faces et je delete cette face là aussi. Et voilà. Ok, alors je vais faire ici au-dessus un creux pour faire en sorte que je puisse d'une part mettre l'ampoule et aussi avoir comment le support du filament qui sort, etc. Donc je vais faire un inset I. L'inset, c'est voilà, c'est comme si je faisais un bord à l'intérieur de ma surface. C'est comme un extrude, mais ça ne s'élève pas. Donc voilà. Et alors ici maintenant une extrude où je vais descendre.
Vous avez compris maintenant que l'extrude, en fait, c'est une histoire de faire pousser quelque part des faces et d'agrandir l'objet. Alors, je refais un inset et je refais un extrude. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Alors ici, ouais, peut-être que ça gagnerait à être un peu plus large. Donc ici le bord, je vais dire, donc je vais faire un S. Alors je vais faire un S majuscule Z encore une fois parce que je ne veux pas que ça mincisse. Je veux juste que ça se resserre. Donc n'oubliez pas, le majuscule Z, ça enlève le Z. Alors ici, bon, on ne verra jamais l'intérieur, mais on va quand même faire par acquis de conscience un petit inset, donc I, juste parce que quand on mettra une subdivision de surface sur tout ça, vous allez voir tout à l'heure, eh bien ça va arrondir pas mal de choses et donc il faudra qu'on ait des polygones qui soient suffisamment pincés. Alors je vais faire le creux dans lequel on va mettre l'ampoule, enfin le verre de l'ampoule. Le verre de l'ampoule va se visser. Et donc pour ça, je vais faire donc une séparation, enfin je vais créer donc une ligne de edge, donc 2 fois Enter. Et cette ligne de edge, en fait, il faudrait que je la dédouble. Eh bien, je peux faire ça avec un bevel. CTRL B. Et je peux tirer ma souris. Donc CTRL B, ça crée un bevel. C'est un outil assez particulier qui a une fenêtre aussi, un peu comme la création du cylindre. Et cette fenêtre me permet de changer pas mal de paramètres. Donc là, justement, il y a un historique de création très intéressant. Donc on peut affiner certains paramètres par la suite. Enfin, évidemment, juste ici, parce qu'après, dès qu'on va continuer à travailler, cette fenêtre aura disparu. Et donc maintenant, oui, j'aurais dû garder la sélection, donc je reviens en mode face, Alt enfoncé et je clique la sélection et je fais un extrude vers le bas. Voilà, alors ici je pourrais resserrer un petit peu et donc ici on va pouvoir, je vais faire peut-être un peu gros ma tranchée là, donc comme tout à l'heure, S majuscule Z et voilà. Et maintenant, on a quelque chose d'assez sympa. Ça commence à prendre forme. Alors, on va créer des chanfreins, enfin des bevels sur les coins, parce que rien n'est aussi droit que ça dans la réalité. Et donc, il faut, pour donner un peu de sens, commencer à casser les coins. Les coins en 3D sont beaucoup trop nets. Alors, je ne vais pas m'occuper des coins ici à l'intérieur parce qu'il y aura le verre de l'ampoule qui va venir et donc on n'a pas besoin de biseauter ces coins là. Par contre je pourrais biseauter ici parce que ce me sera utile quand je ferai la subdivision de surface. Vous verrez aussi le résultat et je sais que ici et là ce sera aussi assez utile et je me dis que c'est peut-être pas encore assez large. Ça on va voir après. Donc CTRL B et je tire légèrement, voilà, pas trop. Donc j'ai quelque chose qui pour le moment est très facetté, hein. C'est du polygone, c'est en facette, ça c'est pas très grave, on peut faire un shade smooth, ça va lisser les choses. Alors comme ça c'est déjà pas mal, mais quand on rajoute en plus une subdivision de surface, ça donne tout de suite quelque chose d'encore mieux. Donc quand je vais ajouter sur cet objet un modifieur subdivision de surface, on voit tout de suite c'est beaucoup plus lisse. Et encore là je n'ai mis qu'une division, je pourrais en mettre deux. Alors plus je mets de divisions, plus je vais avoir de polygones. Chaque surface va être chaque fois divisée en 4. Donc quand je suis à 1, c'est divisé en 4. Quand je suis à 2, c'est divisé en 16. Quand je suis Quand je suis à 3, c'est divisé en 256. Hein, c'est exponentiel. Donc, c'est des maths, ça, c'est des maths. Comme quoi je vous disais qu'on faisait des maths, eh bien, on fait des maths. Donc, on va revenir un peu ici et on va voir comment on peut affiner. Alors, par contre, vous voyez que mon sous-objet, lui, il est toujours très anguleux. Donc, tant que je n'ai pas appliqué la subdivision, appliquer, ça se fait dans le menu qui se trouve ici. On va voir tout à l'heure quand on fera les vis qui vont tenir ce truc, on va voir qu'on va appliquer les subdivisions. Ici on n'en a pas vraiment besoin.
Ici, ce que je peux faire, c'est pincer le polygone, hein, donc venir ici fermer un petit peu. Et donc, je peux créer... Donc, pour bien vous expliquer cette histoire de subdivision de surface, comment est-ce que ça marche, cette subdivision de surface? Pourquoi est-ce que là, je viens même de parler de pincer le polygone? Je vais vous montrer une petite démonstration. Donc, je sors un petit peu de ma création ici, de mon socket. Pour faire cette démonstration, je vais ajouter un cube. Donc voici un cube. C'est un cube très très mathématique, hein. Il a des angles parfaitement parfaits. C'est des vrais angles de 90 degrés. Alors je vais le dupliquer, comme ça on gardera une trace de ce cube parfait. Et je vais ajouter une subdivision de surface sur ce cube. Et quand je fais ça, subdivision de surface, pouf, mon cube devient une sphère. Et si je rajoute des divisions, eh bien on voit que, ah ouais, d'accord, il y a mes faces ici, donc division 256, hein, etc. D'accord, mais ça reste, enfin c'est comme bizarre, c'est une sphère, c'est plus un cube. Par contre, son sous-objet, c'est un cube. Alors pourquoi est-ce que son sous-objet est un cube et que ici c'est une sphère? Parce que la solution de subdivision de surface, donc notamment l'algorithme Catmull-Clark, parce qu'il y a aussi la subdivision simple, en fait, qui ne fait que diviser les faces. Mais la division Catmull-Clark, elle fait un truc très particulier. C'est ça qui nous donne quelque chose d'un peu souple, d'un peu arrondi, quand on met une subdivision de surface sur un élément qu'on a modélisé. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la longueur d'un edge et la longueur d'un edge adjacent, donc un edge qui est à 90 degrés. Donc en gros, elle va prendre cet edge-ci et ce edge-là, elle va prendre le milieu de chacun de ces edges et elle va tracer une courbe. Donc ça, c'est ce que fait l'algorithme. Et il fait ça partout, dans tous les sens. Et si vous avez vu Interstellar, vous savez que quand vous prenez un cercle et que vous le mettez dans l'espace 3D, ça devient une boule. Et ben donc, voilà, c'est ça. En fait, comme il y a des cercles sur toutes les faces, c'est devenu une boule. Donc en gros, la manière de maintenant retrouver un cube, parce que l'idée c'est que moi je voulais avoir quand même un cube, eh bien c'est de lui dire que finalement c'est pas toute cette longueur-là dont il doit tenir compte, c'est une longueur plus petite. Et donc je vais créer une division, CTRL R, je clique pour valider la création, et puis je glisse ma souris, et en faisant ça, eh bien je suis en train de faire en fait un truc qui lui dit à lui, ah bah tiens, voilà, finalement, tu n'as plus qu'un tout petit morceau d'edge dont tu peux tenir compte, puisque l'angle droit, il est là. Et si je fais ça dans tous les sens, hop, et que je fais ça dans tous les sens, mais tous les sens de tous les sens, voilà, hop, et ici aussi, alors, CTRL R, il faut que je sois près, enfin, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut être proche d'un edge. Et alors, dans ce sens-ci aussi, évidemment, est-ce qu'il y est déjà? Non, là, il y était déjà. Alors, où est-ce qu'il m'en manque? Il m'en manque ici, voilà, donc CTRL R, hop, pas... Non, j'en ai déjà là-bas aussi. Où est-ce que je n'en ai pas? Donc j'en ai un ici sur la hauteur, j'en ai un là-bas, j'en ai un là, j'en ai un là. Il y a pourtant... Ah, ici je n'en ai pas. Ok. Où j'en ai un? Enfin bref, l'idée est de venir pincer ces fameux polygones. Ouais, non, c'est bien ça. Je ne m'y retrouvais plus. C'était ici que je n'en avais pas. Voilà. Ok, c'est dans cet axe-là. Donc il faut être sûr de faire bien dans tous les axes pour que ça fonctionne. Et si on regarde, si on se rapproche ici, voilà, on a donc ces angles-là, c'est eux qui sont pris en compte par l'algorithme donc qui va calculer la subdivision de surface. Et donc ici maintenant, eh bien, je retrouve mon cube, et ce cube, eh bien, il a quelque chose de plus naturel pour nous, les humains, que ce cube-là. Ça, c'est de la mathématique pure. Ça, c'est un cube auquel on peut trouver quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a du chaos. Parce que le fait d'avoir mis comme ça mes divisions sans les mesurer, sans les calculer, si j'avais fait un bevel, ce serait pas pareil. Un bevel, c'est encore mathématique. Ici, j'ai mis des divisions et je les ai placées plus ou moins à la main.
eh bien, ça fait en sorte qu'il y ait du chaos, et le chaos, c'est naturel, et le chaos, on aime ça. C'est enfin, la vie est chaotique, et donc, quelque part, en 3D, on passe son temps à essayer de casser la perfection de la 3D, parce que c'est beaucoup trop parfait, et on n'aime pas ça.